Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. C'est le journal des territoires dans un instant. Puis ensuite après la météo, c'est territoire d'info avec l'invité politique. Aujourd'hui c'est Jean-François Copé qui sera sur ce plateau en direct. Enfin la troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire. Mais tout de suite c'est le JT des territoires et on s'y retrouve. À tout de suite. Dans l'actualité aujourd'hui, comment attirer les médecins sur tout le territoire? Voici l'exemple d'une collectivité qui a décidé de financer les études des futurs médecins pour mieux les attirer dans leur ville. Pendant les 4 dernières années de fac, l'étudiant perçoit 800 € par mois. En contrepartie, une fois diplômé, il s'engage à officier sur le territoire pendant 4 ans. Un reportage sur la commune de Bellegarde en Occitanie, signé Laurie Chamerlin. Bellegarde, petite commune située dans le Gard. Ici, pour soigner les 7000 habitants de la ville, 6 médecins exercent à temps partiel, soit moins d'un médecin pour 1000 habitants. Alors, au comptoir de la pharmacie des Arènes, les discussions vont bon train. Il ne faut pas être malade, ou il faut s'y prendre bien à l'avance. Il faut le prévoir un mois à l'avance, on prend son rendez-vous. Non, si on est malade, c'est mission impossible, il n'y a pas de médecin. Mais c'est plutôt compliqué, je crois que c'est un peu partout, mais Bellegarde, c'est pas une exception. Face à cette pénurie médicale, la communauté de communes Beaucaire-Terre d'Argence a une idée originale, financer les études d'un futur médecin. Anne-Sophie Vincent, actuellement en 6e année à la fac de Montpellier-Nîmes, reçoit 800 € par mois, et ce jusqu'à la fin de son cursus en 2022. En contrepartie, une fois diplômée, elle s'engage à officier en tant que médecin sur le territoire pendant 4 ans. Une aubaine pour cette maman en pleine reconversion professionnelle. C'était un peu compliqué financièrement, là où les autres étudiants ont souvent leurs parents derrière eux. Et que nous, on se débrouillait tous les deux avec mon conjoint, avec les 2 enfants, et on avait besoin d'une petite aide pour aller au bout de ces études qui sont longues. La future médecin prévoit d'ores et déjà de rester exercer à Bellegarde à la fin de ses 4 ans obligatoires. Mais ce n'est pas suffisant pour le territoire. Alors la communauté de communes envisage une offre similaire pour 5 autres étudiants en médecine, quelle que soit leur spécialité. On a aujourd'hui 18 médecins pour 31 000 habitants, on est déjà carencé. Et dans l'échelle de 3 à 4 ans, on va en perdre 4-5. Donc on va se retrouver vraiment en sous-population médicale. Et ça, c'est vraiment inacceptable pour un territoire comme le nôtre. Le territoire Terre d'Argence n'est pas une exception. Les inégalités de couverture médicale sont considérables. Pourtant, l'Occitanie jouit d'un bon ratio en la matière, avec 306 médecins pour 100 000 habitants en ex-Languedoc-Roussillon et 292 en ex-Midi-Pyrénées. La région se trouve au-dessus de la moyenne nationale en termes de densité médicale. Voilà, on part pour l'Ouest dans ce journal maintenant. La vie sans couverture de réseau téléphonique est encore une réalité dans cette ville bretonne. Et pourtant, la fracture numérique se réduit. Les opérateurs ont désormais l'obligation d'assurer la couverture de ce que l'on appelle les zones blanches. On fait le point de la situation en Bretagne avec les équipes de TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme, notre partenaire. Elle était espérée pour la fin 2016, mais n'est opérationnelle que depuis le mois d'octobre 2018. L'antenne téléphonique de Molac permet depuis 4 mois aux habitants de la commune de téléphoner en 3G. Ce combat, la maire de Molac l'a mené depuis son élection en 2014. Son prédécesseur s'en était déjà emparé. C'est très important pour les gens. Je dirais que c'est même un message, fort. On a réussi et franchement, ça fait déjà depuis des années. Il a fallu presque 4 ans pour avoir notre antenne mobile qui soit opérationnelle. Et notre antenne mobile avec les 4 opérateurs, et je crois qu'il n'en existe pas beaucoup sur le territoire. Déjà ça, c'est quelque chose de super. Ça change tout. Avant, sur cette place, aucun réseau n'était disponible. L'État a investi pour pallier ce manque et a chargé l'opérateur SFR d'ériger l'antenne avec l'aide de la communauté de communes. C'était nul, il n'y avait rien.
il n'y avait aucun réseau. Bon, maintenant, le service me convient. Il y a des commerciaux, ils reçoivent leur coup de téléphone maintenant, donc ça ne les dérange plus de venir manger le midi. Et même pour les artisans, voilà, ils peuvent recevoir les coups de téléphone de leurs clients. Il faut qu'on soit toujours joignable par nos fournisseurs, etc. Donc du coup, dès qu'on partait de la boulangerie, on n'avait plus le téléphone. On n'a pas besoin de poser le téléphone au-dessus d'un meuble, quelque part. Il y a du téléphone partout. Cette semaine, l'antenne téléphonique est en travaux, mais à partir du 15 mars, la 4G est attendue. Cette fracture numérique réduite, certains habitants attendent déjà la suite. Par rapport à Cassambert, où déjà ils ont la fibre optique, donc on est quand même un peu en retard. Ça commence à être long. Bon, bah, maintenant, on prend ce qu'on a à prendre. Les gens attendent et on attend en fait la fibre. On va attendre longtemps avant d'avoir la fibre. À Molac, la fibre est espérée pour 2026. Direction le sud-est maintenant, la ville de Nice s'implique dans la lutte contre l'antisémitisme. Le maire de Nice a invité l'artiste de street art Christian Guémy, mieux connu sous le pseudo de C215. Il a pu y réaliser un portrait de Simone Veil sur les boîtes aux lettres situées sur la promenade du Paillon. Un geste symbolique, comme le montre ce reportage de nos partenaires dans le sud-est, Azur TV. Des portraits de Simone Veil sur des boîtes aux lettres des Alpes-Maritimes. Voici la réponse de l'artiste C215 au tag antisémite perpétré en février dernier à Paris sur des boîtes aux lettres du même type. Le visage de la rescapée des camps de concentration avait été recouvert de croix gammées dans le 13e arrondissement. Le maire de Nice a donc invité l'artiste pour qu'il reproduise ces deux portraits. Tous les gestes, tous les actes qui peuvent être accomplis pour montrer que nous refusons et que nous allons continuer à lutter de toutes nos forces pour inverser le cours des choses. Là où il est important d'ailleurs que nos législations se renforcent avec des condamnations beaucoup plus fermes à l'égard d'actes comme ceux-là qui sont inqualifiables et qui pour moi correspondent à un viol, à un crime, à ce qu'il y a de plus odieux. C'est le reniement de soi-même. Dans notre pays, comme n'importe où bien évidemment sur Terre, nous ne voulons plus de cela. Bon, lorsque j'ai peint le portrait de Simone Veil, à la base, je ne m'imaginais pas que ça pourrait se terminer par un rappel à la nécessité de lutter contre l'antisémitisme. Pour moi, c'est une figure en tout cas qui incarne des valeurs beaucoup plus fortes, de citoyenneté, d'exemplarité. Son combat pour l'Europe, son combat pour les droits des femmes, son combat pour la dignité des prisonniers. Et aujourd'hui, alors que peut-être on pourrait supporter de certains qui puissent discuter l'avortement, là on se retrouve avec l'ignominie des croix gammées. Et ça, je pense que pour moi ça dépasse mon entendement. C'est pour ça que je suis si triste en tout cas vis-à-vis de tout ça, et que chaque fois où on me demandera en tout cas de réaliser ce portrait comme un symbole, je le ferai volontiers. Les deux boîtes aux lettres seront installées la semaine prochaine dans la cour de la mairie et au Mamac. Voilà, pour ceux qui connaissent parfois des galères, si vous êtes parisien, ce reportage peut changer votre quotidien. Un nouveau plan de circulation pour les bus parisiens va voir le jour. 5 nouvelles lignes vont être créées, 42 seront modifiées et 110 bus supplémentaires seront mis en circulation pour assurer la nouvelle offre. Une restructuration qui interviendra durant le prochain week-end de Pâques. Les explications de Sébastien Côté pour Via Grand Paris, notre chaîne partenaire en Ile-de-France. À Paris, il n'avait presque pas bougé depuis 1950. Il va maintenant être transformé. Un réseau de bus tout neuf transportera bientôt les usagers. Dès le 20 avril, 45 lignes vont être modifiées, 5 seront créées. Cette refonte a été lancée en 2016 par Île-de-France Mobilité. 3 années d'études et de concertation pour un coût de 40 millions d'euros. C'est un travail énorme, c'est 700 emplois créés et ça se fait avec l'arrivée d'ici 2020 de 375 bus électriques sur le réseau. Donc ça va en plus avec la transition écologique du réseau de bus. Au total, 4000 arrêts de bus sont concernés par cette transformation. Pour faire aboutir le projet, la voirie a dû être réaménagée. Tous ces aménagements, ils ont comme vocation d'améliorer la vitesse commerciale des bus et donc de rendre aussi l'attractivité aux bus dont ils ont besoin. Exemple de ce changement, l'augmentation du trafic dans les arrondissements périphériques et dans la petite couronne. Au contraire, moins de bus circuleront dans le centre de la capitale. Donc j'espère qu'on va regagner de la vitesse commerciale, de la qualité de service et qu'on sera recapable d'attirer des clients. Donc l'idée c'est de remettre le bus, j'allais dire comme un vecteur plus certain, entre guillemets, de transport en commun.
110 bus supplémentaires seront déployés dans ce nouveau réseau. 700 conducteurs ont été recrutés. Voilà, maintenant on va voir si cela leur a plu. À l'école centrale de Nantes, le prof est un robot, oui. Quel est notre rapport au robot? Voilà la question posée aux étudiants en robotique de l'école centrale de Nantes. Ils ont assisté à plusieurs cours dispensés par un robot humanoïde. Leur retour, leurs ressentis doivent permettre d'améliorer les technologies existantes, mais aussi d'interroger les limites du robot pour l'apprentissage. Télé Nantes a assisté à l'un de ces cours du 3e type. Regardez, Adrien Godet. Et est-ce qu'il y a des choses que l'enseignant robotique vous apporte et que l'enseignant humain ne vous apporte pas? Aujourd'hui à l'école centrale, le professeur s'appelle Pepper, un robot humanoïde d'1,40 m et qui se déplace, bouge les mains et questionne les étudiants. Il est en réalité les yeux et le porte-voix de Sophie Saka. Et grâce à des capteurs et un système de téléopération, la chercheuse pilote le robot de la pièce voisine. Moi je vois à travers ces 2 caméras en verticale une espèce de fenêtre qui est réduite par rapport au champ de vision normal, et j'entends par les microphones en fait ce qu'entend le robot. Il y a à peu près 1 seconde de décalage en fait entre le moment où j'entends, où quelqu'un parle au robot et le moment où la réponse arrive. Après ce 2e cours robotisé, la vie des étudiants est plutôt partagée sur ce que peut apporter un robot dans nos vies. Là, ce qui a beaucoup changé, c'était la voix un peu gênante, stridente, qui saturait parfois. Pas sûr que les robots puissent faire le côté échange avec un humain, quoi. Tu penses qu'un robot qui est fixe, comme dans les industries, c'est beaucoup mieux? On est assez loin d'une expérience qui soit très fluide. C'est moins bien qu'un professeur. On peut se concentrer pour comprendre, même si ça reste totalement intelligible. Des avis aguerris qui doivent permettre d'améliorer le logiciel qui guide le robot. Mais ce n'est pas la performance technologique qui prime. On veut comprendre les mécanismes cognitifs qui se mettent en œuvre, et est-ce qu'ils sont différents de ceux que quand on parle avec un humain? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est pas sain? Est-ce qu'il y a un danger à identifier? On ne peut que constater à travers l'accompagnement des autistes, on arrive à reconstruire en fait leur lien au monde en une 20aine d'heures d'interaction, dont 10 seulement avec le robot. Cette expérience Rob-Éduc doit se poursuivre à la rentrée en septembre. Une classe de 4e, une autre de seconde accueilleront un robot de ce type 1 heure par semaine. Voilà, tous les autres, vous pouvez y aller. Voilà, on poursuit ce JT avec les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant, puis le club de la presse, Luc Laventure, Christophe Gauthier. Tout de suite, c'est les unes de la presse quotidienne régionale. On démarre avec la une de l'Alsace, un des journaux du groupe EBRA, et c'est l'Europe rêvée d'Emmanuel Macron. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs avec notre invité politique Jean-François Copé. Saveria, ce matin. Il y a urgence, il faut réinventer l'Europe, c'est ce qu'écrit Emmanuel Macron dans une tribune publiée ce matin dans l'ensemble des pays de l'Union. Le président lance la campagne des élections européennes en plaidant pour une renaissance de l'Europe, remise à plat de Schengen, bouclier social, banque pour le climat. À l'approche des européennes prévues le 26 mai, le chef de l'État décline toute une batterie de propositions pour l'Union. L'Alsace qui s'interroge également en une sur les conséquences du Brexit. Les expatriés alsaciens qui vivent outre-Manche sont inquiets bien sûr de l'absence d'accord sur ce Brexit. Ce n'est pas un nouveau jeu. Qui va perdre des millions à la une de Sud-Ouest, Saveria, le grand quotidien de la Nouvelle-Aquitaine? C'est l'autre inquiétude, elle concerne les aides européennes. Va-t-on perdre des millions? Près de 700 millions d'euros d'aides de fonds européens ont été versés à la France pour développer le rural. Mais une grande partie de l'argent pourrait retourner à Bruxelles en cause des lenteurs administratives. Pour l'instant, seuls 4% ont été distribués. Il y a 5 ans, l'Europe a attribué une belle enveloppe de 687 millions d'euros pour aider la France à développer 340 territoires ruraux entre 2014 et 2020 dans le cadre de son programme Leader, des aides qui ne sont pas destinées à l'agriculture, mais bien à favoriser la cohésion sociale dans ces zones en développant l'attractivité de ces territoires. Et puis c'est l'heure des comptes pour le Lévothyrox, c'est à la une du Télégramme. Quel sera le montant d'indemnisation des victimes? Le procès au civil hors norme du Lévothyrox touche à sa fin ce mardi. Le tribunal de Lyon va déterminer si les patients ayant eu recours au traitement développé par le laboratoire Merck ont été suffisamment informés sur ce changement de formule. Le cas échéant, ça sera le montant de l'indemnisation à leur attribuer, plus de
4000 personnes réclament une indemnité de 10 000 € en moyenne. Et puis à la une de l'Est républicain, des journaux du groupe Ebra aussi, la voie de la privatisation ce matin à la une. La Lorraine et la région Grand Est vont servir de laboratoire national pour tester la privatisation du réseau ferré. Le chiffre donne le vertige. Il faut 800 millions d'euros pour la remise en état des lignes de dessert du territoire du Grand Est. 5 milliards à l'échelle nationale, c'est ce qu'annonce David Valence, qui est le vice-président de la région Grand Est en charge des transports. Monopole de la SNCF depuis 1938, le réseau ferré s'ouvrira à la concurrence en 2020 avec les lignes transfrontalières. Voilà, et puis cela fait débat. C'est notre quotidien, va-t-il changer? À la une de la Voix du Nord, il s'agit évidemment de l'heure d'hiver et de l'heure d'été. Va-t-on rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été? La consultation sur le changement d'heure organisée par l'Assemblée nationale a pris fin dimanche. L'engouement a été important, notamment dans les dernières heures de ce vote consultatif. 1,5 million de contributions. Les résultats ne seront connus que dans quelques jours. Mais selon certaines sources, ça serait l'heure d'été qui aurait l'avantage. Conséquence, en Bretagne, le soleil se lèverait par exemple à 10h du matin en décembre. Merci Saveria. On vous retrouve évidemment en troisième partie de notre émission pour l'actualité parlementaire. À tout à l'heure. Dans un instant, le Club de la Presse. À tout de suite. Club de la Presse ce matin avec Luc Laventure. Bonjour Luc. Bonjour Outre-mer Cyril. 360, une télévision et un site internet consacré aux Outre-mer. Au pluriel. Ils sont multiples, il y en a plusieurs. Et bonjour Christophe Gauthier, rédacteur en chef de VSD et éditorialiste à 100% Radio. Bonjour Christophe, une des radios des Indés Radio qui sont partenaires de cette émission, les Indés Radio et 100% Radio à Toulouse d'ailleurs. À Toulouse notamment, absolument. Merci beaucoup d'être là. On va regarder avec vous cette lettre adressée aux citoyens européens, publiée en exclusivité par plusieurs quotidiens. Emmanuel Macron dévoile sa vision de l'Europe et les projets qu'il compte défendre. Ce qui m'a frappé, Christophe Gauthier, je commence avec vous, c'est qu'Emmanuel Macron commence avec le Brexit et termine avec le Brexit. Et comme je vois que c'est aussi la une de plusieurs quotidiens régionaux, cette préoccupation, c'est vraiment la chose centrale qui doit quoi? Interloquer? Oui, je pense qu'il a raison, parce que ça risque d'être un vrai traumatisme pour l'Europe, cette histoire de Brexit. Vous savez, on a quelques jours de la fin de la sortie théorique du Royaume-Uni de l'Europe, le 29 mars. Il y a de fortes chances pour que ça soit une sortie sans accord, un no deal. Et c'est effectivement, je crois, ça va être un traumatisme pour l'Europe, parce que non seulement ça va créer des déséquilibres politiques et économiques, mais surtout ça peut donner des idées à d'autres pays de sortir. Et c'est vrai qu'à un moment où on sent l'Europe fragilisée, qui est en train de se craqueler, je crois que le président de la République a raison de dire attention, ce qui se passe en Angleterre, au Royaume-Uni plus exactement, est loin d'être anodin. Alors derrière vous, il y a les unes des principaux quotidiens européens. Il a fait entre guillemets, un bon coup politique, Emmanuel Macron. Cette tribune, alors en beaucoup de langues, je crois que c'est 22 langues. 28 langues, qui va parler aux gens. Vous pensez, est-ce que les lecteurs des pays européens vont aller lire la lettre du président de la République? Elle n'est pas très longue d'ailleurs. Non, elle n'est pas très longue, elle fait 3 feuillets, enfin c'est accessible à tout le monde. C'est inédit, ça. Oui, c'est inédit, mais j'aurais tendance à vous dire, Cyril, enfin un président de la République qui utilise les élections européennes pour parler d'Europe. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé d'Europe à une élection européenne? 20 ans? 30 ans. Donc oui, l'Europe, elle est en danger, c'est vrai, elle est en danger. Vous le décortiquez tous les matins sur votre plateau, les populismes, les nationalismes, les replis identitaires. Donc ça, je ne vous apprends rien. L'Europe, elle est en danger. Et il faut qu'une jeune génération de dirigeants se saisisse du dossier et sauve l'Europe. Je vous rappelle, l'Europe, elle est probablement très critiquable sur plein de points de vue. Je l'admets, je le conçois. Pour autant, les pères de l'Europe, l'idée première, c'était de maintenir la paix sur le vieux continent. Ça a fonctionné merveilleusement bien. On n'a plus eu de guerre depuis 1945 en Europe occidentale. Quelle réussite! Il faut l'applaudir, il faut l'aider cette Europe, il faut la renforcer, la porter plus haut que les sentiments nationaux. C'est un projet fantastique. Alors sur la forme, cette lettre, vous la qualifieriez comment, Luc Laventure?
Je la qualifierais effectivement de moderne et d'agressive au sens positif du terme. C'est qu'effectivement, il a posé un certain nombre de problèmes. Notre confrère nous le disait il y a un instant, c'est vrai qu'on peut critiquer l'Europe. D'abord, elle a été probablement trop libérale, mais elle a apporté quand même non seulement un souffle pas assez probablement humaniste et humanitaire, mais elle apportait quand même une sécurité en matière de non-guerre, en matière de paix, et une sécurité en matière sociale. C'est indéniable. Mais ce que vous dites a été pris en compte par Emmanuel Macron, pardon, je vous coupe, parce qu'en fait, il veut une Europe qui protège, il l'a dit, qui protège, c'est le leitmotiv. Oui, mais il faudra changer le curseur et il aura quand même quelques années pour le faire. Et il s'y est quelque part engagé. Et j'allais dire, l'Europe a apporté quand même un souffle nouveau sur le plan économique, jusque y compris sur les territoires d'outre-mer. En ce moment se tient, ou plutôt il y a quelques jours se tenait en Polynésie le 17e forum des PTOM, c'est-à-dire les territoires d'outre-mer liés à l'Europe. On l'oublie, ils sont une trentaine, liés au Danemark, à la France, aux Pays-Bas et également à la Grande-Bretagne. D'où l'interrogation du Brexit qui a plané sur ce forum. Là aussi, on ne peut pas imaginer que dans le Pacifique, ça va impacter toute l'économie. Toute l'économie, parce que c'est quand même plus de 500 millions d'euros qui sont injectés dans ces territoires. L'Union européenne est le plus grand marché du monde pour les produits issus de la mer, le plus grand marché du monde. Le plus grand marché du monde, et ça ne fait que commencer. Moi, j'ai une question. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'études qui indiquent, ce n'est pas simplement une perception, que les Français ont perdu du pouvoir d'achat avec l'euro. Oui. Bon. Et alors là, dans la lettre d'Emmanuel Macron, la Tribune, il dit, c'est la deuxième page, « Comment résisterions-nous aux crises du capitalisme financier sans l'euro, qui est une force pour toute l'Union ?» Alors, c'est perçu par les gens comme n'étant pas une force, cet euro. Au fond, ils estiment les gens. Ça a été d'ailleurs des revendications dont on a entendu parler ces derniers mois, hein, notamment avec les Gilets jaunes. Oui, c'est vrai qu'on a entendu ces revendications, mais je ne suis pas sûr que ce soit perçu comme étant une faiblesse. Je pense que le pouvoir d'achat et les histoires de taux de conversion, effectivement, étaient... Mais quand on regarde le prix d'une baguette à l'époque, et qu'on la regarde aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu Ça a été traumatique et émotionnel. Ouais. Oui, probablement, mais je pense que ça émotionnel. Oui, émotionnel. Alors ça, je suis entièrement d'accord et je partage tout à fait votre avis, mais ça a été émotionnel aussi pour nos amis allemands, espagnols qui ont perdu la peseta, la lire, le Deutschmark. Hein. Mais je crois néanmoins que l'euro, il est quand même jugé comme étant une opportunité économique formidable pour tout le continent. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débat. Si chacun retournait à ses monnaies nationales, la drachme en Grèce et les florins aux Pays-Bas, je pense qu'on a tous conscience qu'on serait tous perdants. Donc je crois que le débat sur l'euro, il n'existe plus vraiment. Alors moi j'aurais une question à Luc Laventure. Là. Elle doit se rendre, Annick Girardin, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie également. Donc elle est partie pour faire le tour de la Terre, la ministre des Dom-Tom, parce qu'elle est à Tahiti, là, je crois. Oui, elle était à Tahiti la semaine dernière dans le cadre de ce 17e forum. Elle était à Tahiti au 17e forum. Hein. Et c'était important à côté du président Édouard Fritsch, parce qu'effectivement, c'est une façon de marquer l'importance de ce forum pour la France. On se souvient que lorsqu'il est allé en Nouvelle-Calédonie, le président de la République, le président Macron, a insisté sur le fait que l'axe France-Pacifique était important. Il était même passé par la Nouvelle-Zélande et c'est important de réaffirmer la présence de la France dans cette partie du monde. Alors, quand on pense... Alors, la ministre, en ce moment, est à Wallis et Futuna depuis hier. C'est la terre... Elle veut réaffirmer la place de l'Europe. Hein, absolument, et c'est la seule terre française. Et c'est un petit clin d'œil où il y a 3 rois, 1 à Wallis, 2 à Futuna. Ce qu'on appelle les rois coutumiers. Parfait. La Banque européenne du climat pour financer la transition écologique, c'est une des propositions d'Emmanuel Macron. Il insiste là-dessus. Pourquoi il n'est pas tellement perçu comme un président écologiste. Hein. Non, il est absolument pas perçu comme un président écologiste. Et quand il parle d'écologie, on a toujours l'impression que c'est par opportunisme. Mais... pour autant, cette histoire de banque du climat, c'est une très riche idée. C'est une idée qui est soutenue par les gens du GIEC, par Jouzel, par tout un tas de scientifiques. Donc, et on sait que cette transition écologique, il va bien falloir la financer à un moment ou à un autre. Donc, comme on sait que chez nous et probablement chez nos voisins européens, ça passera pas par l'augmentation des taxes, il va bien falloir trouver un financement pour aller vers cette transition écologique. La banque sur le climat est une de ces
solution. Alors, vendredi, nous serons dans la journée internationale de la femme. Luc Laventure, j'ai une question à vous poser, parce qu'on va parler du sondage de VSD, les Françaises préférées des Français. Quelle est la femme en Outre-mer, voilà, qui incarne cette réussite féminine? Alors, je ne suis pas dans l'unité, je suis dans le multiple. Ah, rapidement alors, qui? Et notamment concernant la femme. La femme en général est liée à la colonisation, c'est-à-dire que c'est elle qui porte, puisque, pardon de revenir là-dessus, l'histoire de l'esclavage, c'est qu'effectivement, l'homme étant un bien meuble, il allait d'endroit à endroit, tandis que c'était la femme qui était un peu ce qu'on appelle... Alors, donne-nous des noms, hein. Non, je ne vais pas dire des noms. La première personne qui vient en tête, ce sont celles qui se sont battues, notamment en Guadeloupe et à la Martinique et en Haïti, pour pouvoir libérer les gens, libérer les esclaves. La mulâtresse Solitude notamment. Mais il y a des femmes modernes comme Maïna Sage, qui, par exemple, ont parlé justement d'évolution climatique. Elle a joué un rôle très très important dans le Pacifique, justement dans ce fameux demi% concernant les 3% de la COP 21. Alors, Christophe Gauthier, VSD, la une, c'est les Françaises préférées des Français. Alors, Marion Maréchal, qui apparaît dans ce sondage, donc Harris pour VSD. Bon, Sophie Marceau, c'est moins on le savait. Et Simone Veil, évidemment, la grande gagnante, Simone Veil. Absolument, on a voulu interroger les Français, on a confié ce soin à Harris Interactive d'interroger les Français, de les sonder sur les femmes qui les inspiraient le plus par catégorie. Alors, mais c'est spontané. Oui, voilà, exactement. Comment ça se passe, voilà, absolument. Ce qui est la caractéristique de ce sondage, c'est qu'on n'a pas proposé des listes qui sont des listes fermées, comme certains instituts peuvent le faire habituellement, c'est-à-dire parmi ces personnalités, quelle est celle qui... Là, non, c'est des réponses qui sont des réponses spontanées. Donc la femme la plus inspirante, la référence la totale, c'est Simone Veil. Elle est évidemment dans l'actualité parce qu'on a parlé d'elle de manière effectivement dramatique avec les croix gammées, et puis également de manière plus positive en pensant à elle pour incarner Marianne, donc notre République. Et puis ensuite, on a posé la même question par catégorie. Et la grande surprise, c'est Marion Maréchal qui arrive en tête. Alors c'est une grande surprise pour nous parce que Marion Maréchal, comme vous le savez, elle a disparu des écrans radars. Elle fait plus de politique, en tout cas officiellement. Elle occupe très peu l'espace médiatique. Et donc spontanément, les gens nous disent, on pense que Marion Maréchal peut incarner exclusif. Harris pour VSD, les Françaises préférées des Français. On l'a vu derrière vous, très intéressant. Et donc, il vous a étonné. On va regarder ensemble, messieurs, la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. Et dans les départements français, vous avez compris, des Outre-mer. Des Outre-mer. Voilà, on regarde ensemble tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, avant de recevoir Jean-François Copé, il est là sur notre plateau, le maire LR de Meaux, l'ancien président de l'UMP, qui est notre invité politique. On part pour le Zap Monde, ce qui s'est passé ces dernières heures dans l'actualité du monde. C'est la crise au Venezuela, vous allez le voir avec le retour de Juan Guaidó, le président autoproclamé à Caracas, mais également les images des Vénézuéliens qui traversent la frontière pour tenter de s'approvisionner. A tout de suite avec l'invité politique, on regarde le Zap Monde ensemble. Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires.
Quand il arrive à l'aéroport, Juan Guaidó n'a même pas besoin de présenter son passeport à la douane. Le poing levé, sourire aux lèvres, le président autoproclamé salue ses partisans venus l'accueillir en masse. Sur ces chemins escarpés, des Vénézuéliens tentent de traverser illégalement la frontière colombienne pour acheter de la nourriture et des médicaments. Frontière bloquée depuis samedi dernier par les forces de sécurité vénézuéliennes. Ce passage est sombre et peu rassurant. Ce n'est pas facile, mais il faut prendre des risques pour faire vivre sa famille. C'est inadmissible. La contestation ne faiblit pas. Sur ces images tournées à Batna ou encore à Guelma, des étudiants sont mobilisés en nombre pour dire non à un 5e mandat de Bouteflika. Aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a une mobilisation qui vient de la base. Elle n'est pas encadrée, elle n'est pas traversée par les courants politiques, on n'est pas en tout cas récupérée. Et justement, ce qui constitue son élément de force, parce que le pouvoir ne peut pas l'accuser de travailler pour un parti ou un autre, et en même temps, ça fait un peu sa faiblesse, parce que des manifestations, ça ne fait pas une offre politique. Voici la femme qui pourrait attirer de sérieux ennuis à Justin Trudeau. Ministre de la Justice depuis 3 ans, Jody Wilson-Raybould a été priée en janvier dernier de quitter son poste pour prendre en charge le ministère des anciens combattants. À ses yeux, c'est clairement parce qu'elle n'a pas cédé aux pressions dont elle a fait l'objet et qu'elle dénonce devant le Parlement. For a period of approximately 4 months between September and December of 2018, I experienced a consistent and sustained effort by many people within the government to secure a deferred prosecution agreement with SNC-Lavalin. SNC-Lavalin, c'est une très grosse société canadienne de construction qui emploie 50 000 personnes dans le monde et 9 000 au Canada, et sur laquelle pèsent des soupçons de corruption pour décrocher des contrats en Libye à l'époque du colonel Kadhafi. C'est pour éviter un procès qui pourrait être dommageable à cette très importante société que l'idée d'un accord à l'amiable semble avoir été suggérée avec insistance à la ministre de la Justice par le Premier ministre ainsi qu'un autre ministre et une dizaine de proches conseillers.